Mais regardez cet angle de prise de vue, vous avez l'impression que le téléviseur fait 15 mètres. En plus, c'est le 55 pouces, c'est le plus petit celui-ci. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWR. Je suis super content de vous accueillir pour la première vidéo du mois de juillet. Alors, le test arrive super en retard. C'est le test du téléviseur Samsung QD OLED S95C. Avant qu'on commence, je tiens à dire un truc super important. Vous me connaissez sur la chaîne, j'arrête pas de sauter en l'air. Vous me voyez debout à côté des téléviseurs. Et bien là, dans cette vidéo, je serai un peu plus statique parce que j'ai un petit peu fait le concon avec le sport et je ne peux pas trop bouger. Donc c'est pour ça, j'y vais mollo. Vous allez avoir tout ce qu'il faut dans la vidéo, mes versions. Je ne vais pas sauter en l'air. Ça va vous faire des vacances en même temps. Mais vous aurez tout. Alors tout c'est quoi? On va faire le descriptif du téléviseur. Qui est-il? Qui est ce bousin qui arrive tout auréolé d'une gloire en disant « Ouais, ça se trouve, c'est le meilleur téléviseur OLED du marché » ou des trucs. On va en parler. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il ne sait absolument pas faire? Bref, le tour du propriétaire, y compris un tout petit peu sur la technologie appliquée par Samsung sur ce modèle-là. Après, bien sûr, qu'on ait fait le tour du propriétaire sur l'audio, le machin, le truc, on ira sur le terrain. Le terrain pour voir un petit peu ce qui se passe avec des sources de mires, donc des mires de test. On verra donc la mire Star Wars, des mires de couleurs, on aura du streaming. Bref, j'ai passé beaucoup de temps avec le téléviseur, d'autant plus que je suis un peu coincé devant. Donc ça fait 6 jours que je le regarde tous les soirs, donc je commence vraiment à voir. Il est imprégné, là, si vous voulez, au niveau de mes rétines. Après mes sensations sur le terrain, en vidéo et en audio, on ira faire un tour du côté des mesures de Sylvain, car c'est lui qui a toujours la clé dans ses vidéos, et ses chapitrés d'ailleurs, sur ce que fait réellement ce téléviseur au niveau des mesures. Voilà, est-ce qu'il fait plus qu'un autre? Est-ce que, oh là là, on n'a jamais vu ça, ou est-ce qu'on a déjà vu ça? Bref, tout ça, ça sera dans les mesures de Sylvain tout à l'heure. Après les mesures de Sylvain, ma petite chronique préférée avec les plus et les moins, c'est sympa, hein, moi j'aime bien faire ça parce que ça résume, je rajoute des trucs dedans pour vous faire un petit peu, ah il l'avait pas dit, bah il a dit quand même. Donc voilà, et après les plus et les moins, une petite conclusion pour savoir c'est est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il ne faut pas l'acheter, quels sont ses concurrents en face, quels seront ses concurrents en 2023 qui ne sont pas encore sortis, coucou le Panasonic MZ2000, bref, dans tous les cas, tout ça dans cette vidéo, mes versions un petit peu statiques, ça vous repose quand même, hein. Enfin, moi aussi, parce que je peux pas trop... Allez, c'est parti, on fait le tour du propriétaire. Vous allez avoir des belles images en même temps, hein, que j'ai tournées comme ça, en boitant. Allez, let's go. C'est parti. On commence le tour du propriétaire par le tour de la technologie. C'est la deuxième année que Samsung nous pond un produit OLED. C'est le QD OLED, donc la version particulière de l'OLED. Je rappelle quand même que pendant des années, pour Samsung, l'OLED c'était verboten, hein, fallait pas, ça va tirer les bêtes et tout. Oh là là, ça fonctionne pas. Et à un moment donné, ils se sont dit, bah tiens, l'OLED ça peut fonctionner, mais à notre sauce à nous. Alors la sauce à eux, c'est quoi? C'est le QD OLED, un savant mélange entre les Quantum Dots, donc on trouve sur les QLED de Samsung, et l'OLED. Mais attention, la dalle fonctionne pas du tout comme les dalles de chez LG Display. On fonctionne différemment. LG Display, pour les modèles que vous connaissez, Sony, Panasonic et les autres, et LG bien sûr, c'est ce qu'on appelle le White OLED. C'est-à-dire au niveau de la structure, on a blanc, rouge, vert, bleu, ça c'est la structure du White OLED chez LG. Eux, ils ont dit non, on veut pas faire ça. Nous, notre structure, c'est à la base une émission bleue, donc en effet du bleu, regardez l'image à l'écran, du bleu coiffé de ces fameux Quantum Dots qui vont donc colorer et créer des trios de pixels RVB. Donc les promesses sont multiples, elles sont vraiment multiples. Regardez à nouveau les images à l'écran, grâce au QD OLED, on a une structure allégée, ça fait que l'image est directement créée sur le devant de la dalle. Ici, elle est au top, elle est sur l'écran, l'image qui est créée. Elle n'est pas créée derrière une grille. Donc ils disent voilà, en créant ça, on a plus de luminosité, on a un angle de vision qui est supérieur, on a tout ça. Et bien sûr les fameux Quantum Dots qui sont là pour fidéliser la colorimétrie, avoir un espace colorimétrique encore plus large, bref, booster les couleurs. Alors à la base, la promesse du QD OLED c'est simple, hein, c'est plus de lumière, un meilleur angle de vision, une image qui est carrément collée à la dalle, donc qui est plus présente, et bien sûr, encore une plus grande différence entre le sombre et le clair, donc un ratio de contraste absolument infini de chez infini. Ça, ce sont les promesses de base. Et également, pendant qu'on y est, il y a une structure de pixels en triangle sur ce type de produit, tandis qu'avec les dalles LG, ce ne sont pas des triangles. Regardez la photo de ce qu'a fait justement Sylvain, il a photographié au microscope la dalle, vous voyez bien le côté triangulaire, avec un point en exergue, c'est le point vert qui est en exergue à l'intérieur de la structure. Et c'est très différent de ce que LG fait. Donc la promesse du QD OLED, c'est de faire tout mieux que le LED de LG. C'est comme ça qu'ils l'ont pensé, ils sont pas fous. Justement, on va voir un petit peu ce qu'il en est sur le terrain avec le tour du propriétaire de ce S95C. C'est bien quand je suis assis quand même, c'est plus calme, non? Non? Tadam!
Le voici, le voilà, le Samsung S95C. Cette année, il y a une diagonale supplémentaire par rapport à l'année précédente. Le modèle existe en 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces. Donc on a une grande taille, hein. Ça c'est le plus petit, le 55 pouces, mais la façon dont j'ai placé justement la caméra, ça donne l'impression que c'est l'avant du Titanic. C'est beau en même temps, hein. C'est Céline Dionesque. Alors le truc, c'est que cette fois-ci, pour les gens qui avaient regretté qu'il n'y ait pas le boîtier externe et autres, le produit, toute la gamme S95C est livré avec le fameux boîtier externe. Donc le boîtier externe, on peut soit le plaquer derrière le téléviseur, soit on le met à l'extérieur, c'est-à-dire jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, il y a même des rallonges qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres. On peut donc, entre guillemets, mettre le boîtier externe beaucoup plus loin dans la pièce. Il va donner ses ordres au téléviseur. C'est comme un cordon ombilical qui lui donne la vie numérique en audio et en vidéo. Donc c'est super pratique. Il faut savoir un truc important avant qu'on commence. La dalle n'est pas très épaisse, hein. Elle fait à peu près 1 cm d'épaisseur, mais attention, le pied est extrêmement solide. Ça m'a super surpris. Vous regardez les images à l'écran. Le pied fait carrément 10 kg. C'est-à-dire que la stabilité du téléviseur est absolument dingue. Parce que j'ai testé les téléviseurs quelques fois, vous avez le pied, vous faites ça, oh là là, ces gondoles à Venise. Là, il n'y a pas les gondoles à Venise, hein. Le pied maintient vachement bien le téléviseur, ça l'assoit bien. C'est super parce qu'en plus, il est censé recevoir également le boîtier One Connect derrière pour plaquer le tout. Dans ce cas-là, vous avez carrément... voilà, un bloc de ciment qui est au sol. Ça, c'est la première partie. Justement, je rajoute là-dessus que si le téléviseur est aussi fin que ça, c'est justement parce qu'une partie de son électronique est dans le boîtier et sa connectique. Par contre, le téléviseur a bien sûr la dalle avec tout le système d'asservissement et la partie audio. Donc, on va vraiment se faire un plaisir de reparler parce qu'il y a des choses à dire sur la partie audio. C'est assez intéressant. C'est super malin de mettre un boîtier externe, c'est génial. Tout le monde en a envie parce que vraiment, c'est un confort incroyable. Ça dégage le téléviseur de la connectique de tout avec un câble unique, donc un cordon ombilical. Le problème, c'est que ce type de concept, donc de duo de produits, fait grimper les tarifs de ouf. Parce que là, attention, je ne vous l'ai pas encore dit parce que je voulais pas que vous zappiez cette vidéo avant que ce soit fini, que ça me ferait de la peine et tout en plus. Bref, je voulais pas, donc les tarifs, c'est assez ouf. Alors les tarifs, justement, on est à 2600 € pour le 55 pouces. On passe aux environs de 3200 € pour le 65 pouces et on va vers les 5000 € pour le 77 pouces. Donc on est sur quelque chose qui est pile poil concurrentiel à des produits Panasonic ou LG G3. On est sur des produits d'exception qui sont des vitrines, des figures de proue, des Formule 1 de ces marques et c'est pour ça que je voulais tester ce téléviseur parce que moi qui aime la technologie, c'est pile poil le produit qui me fait kiffer. Quand j'ai vu les caractéristiques, j'ai dit oh là là, que se passe-t-il? Alors justement, que se passe-t-il? Qui es-tu toi SC95C 55 pouces à 2600 €? Alors c'est un téléviseur Ultra HD 4K compatible 120 Hz et 144 Hz. Il peut accepter de travailler en 144 Hz. Là, vous allez me dire, c'est joli tout ça, mais est-ce que c'est la même dalle que l'année dernière? Non, non, c'est pas du tout la même dalle. C'est une dalle revisitée par Samsung. C'est donc une nouvelle dalle QD OLED sur laquelle ils ont poussé, d'après eux, sur la luminosité de l'ordre de 30% environ par rapport au modèle précédent. Ils disent voilà, nous on a entre 25 et 30% de lumière en plus et en même temps on a retravaillé la colorimétrie, on a retravaillé l'angle de vision. Ils disent voilà, on a fait mieux que la première édition. C'est-à-dire quand même l'année dernière quand on l'a testé, c'était le premier qu'on testait qui était donc chez Samsung QD OLED qui est donc l'investigateur du QD OLED dans le monde, même quand Sony fait du QD OLED, c'est la dalle Samsung. Donc voilà, eux ils disent on a poussé ces paramètres. Alors à propos de paramètres, concernant le HDR, on est toujours un petit peu samsungien. C'est-à-dire que HDR10, HDR10+, parce que ça appartient à Samsung HDR10+, le HLG, mais il n'est toujours pas question de Dolby Vision sur ce produit. Samsung ne veut pas en entendre parler. Je rappelle qu'il n'y a pas de Dolby Vision chez Samsung parce que Samsung a créé le HDR10+. Et donc s'ils disent bah on va en même temps filer des sous à Dolby Vision, bah non, on va pas le filer. Nous on a le HDR10+, on veut pas leur donner d'argent. Moi je pense que c'est ça. En parlant de monnaie, on va parler d'audio. Le téléviseur est compatible avec tous les Dolby, hein. C'est-à-dire que les Dolby Digital, Dolby True HD, Dolby Atmos, tout est accepté par le produit. Par contre, bing, je remets une petite croix, vous allez voir à l'écran, par là, une petite croix. Le téléviseur, comme tous les modèles Samsung, ne veut pas entendre parler de l'audio DTS, il n'y a pas de mode IMAX. Donc à la base, ce produit est HDR10, 10+,
et que Dolby, c'est-à-dire ou PCM, hein, mais dans tous les cas, pas de DTS à bord. C'est partie des trucs qui sont à savoir concernant les modèles Samsung. Sachez également, même si ça peut vous surprendre, parce qu'on est sur une chaîne où on est des passionnés, on parle de tech ensemble, que ça n'empêche absolument pas Samsung d'être encore numéro 1 du monde des téléviseurs depuis 16 ou 17 ans. Ils continuent à être numéro 1 monde, alors qu'ils n'ont pas de Dolby Vision, qu'ils n'ont pas de DTS audio. Bref, il y a des choses où quelquefois le public n'est pas sensible à ça, tandis que les gens qui sont des passionnés, ils sont sensibles. Et je pense que Samsung est une marque très très grand public, et que de ce fait, ils disent, bon voilà, nous on a ça, on maîtrise très bien le HDR10+, le HDR et le Dolby Atmos, donc on continue avec ces entités. Messieurs, dames, et si on parlait un petit peu de l'intelligence derrière une image, parce qu'un processeur, c'est vraiment toute la texture visuelle d'une image, toute la tessiture visuelle. Et là, comme toujours, ils disent, on a créé un processeur qui est encore supérieur à l'année dernière, c'est toujours le Neural Quantum Processor 4K, avec du deep learning, c'est-à-dire qu'il est censé apprendre des choses au fur et à mesure, il est censé être mis à jour, il est censé avoir comme ça des choses où il permet d'avoir des paramètres, où il peut régler l'image, pour faire l'upscale, de façon dite intelligente. Vous savez que j'aime pas ce mot-là, mais quelque part, ils disent, voilà, il est plus véloce, c'est ce qu'on appelle les processeurs neuronaux, c'est-à-dire avec en général 2, 3, 4 cerveaux à l'intérieur. Voilà, je fais ci par... Oh, c'est une montagne, bah, les montagnes, c'est comme ça. Tiens, c'est un visage, on va essayer d'avoir justement des repères pour étalonner un visage. Un upscale, tiens, une mise à l'échelle, comment est-ce qu'on peut faire au mieux pour avoir une source 1080p mise en 4K. Voilà, ça c'est le boulot de ce processeur qui est donc neuronal. C'est pas une nouveauté chez les fabricants, mais eux disent qu'ils poussent là-dessus de tous les côtés, c'est normal, parce que le processeur, c'est l'image finale. Il n'y a pas que la dalle, le processeur, il va envoyer l'impulsion de la qualité vers une dalle qui doit le retranscrire au mieux. C'est le but de la manœuvre, QD OLED, OLED, mini LED, tout ce que vous voulez, ça fonctionne toujours de la même façon. Le processeur, c'est le cerveau. Avec un cerveau qui ne fonctionne pas bien, vous aurez une image... Oh là! Regardez maintenant le boîtier, ce boîtier donc externe, le boîtier One Connect. Regardez un petit peu la connectique. 4 ports HDMI 2.1, parfaitement identiques. Ils sont compatibles 120 Hz et 144 Hz hein, pour certains types de gaming ou autres. Ils sont bien sûr VRR, donc ils sont capables de reconnaître une image qui irait par exemple de 50 Hz à 100 Hz. Voilà, si vous faites du gaming, ça accélère. Ils reconnaissent le type de fréquence image. Pour les gamers, sachez que le téléviseur est compatible G-Sync, FreeSync. Et pour les fans de haute vitesse, les 4 ports HDMI sont donc 2.1 plein pot avec 48 Go maximum de débit. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut, ils ont mis tout ce qu'il faut à bord comme LG. Ils ont les 4 ports HDMI plein pot avec un des ports HDMI compatible ARC et eARC. Donc on pourra faire revenir le son du téléviseur vers une barre de son externe avec un son qui peut être Dolby Digital, Dolby 3 HD, Dolby Atmos. Ça peut ressortir même en PCM et tout, sauf le DTS. Toujours le boîtier, regardez bien, il y a 3 ports USB mais toujours pas de USB type C. L'année dernière, je crois qu'il y avait seulement 2 ports USB à bord. Une sortie optique pour une barre de son, pour avoir du Dolby Digital par exemple, et en effet un port Ethernet pour remettre le produit en réseau à volonté. Ouais, je peux bouger quand même, hein, mais pas trop. On va parler un petit peu d'audio maintenant, parce que le problème d'avoir une dalle aussi fine, donc moins de 2 cm, c'est que vous placez des haut-parleurs, alors là, c'est un petit peu compliqué. Alors eux assurent, d'après les caractéristiques, avoir 70 watts de poussée, avec les haut-parleurs derrière. Vous voyez actuellement à l'écran, les haut-parleurs sont placés juste incarcérés carrément dans la dalle QD OLED, ils sont juste derrière comme ça, et le son est passé en 4.2.2, donc c'est plus spatialisé que sur le précédent. Ils ont rajouté donc des canaux virtuels, je rappelle, c'est entièrement virtuel, hein. C'est-à-dire que là on n'a pas un système 4.2.2 dans la pièce ni quoi que ce soit, donc on va virtualiser le Dolby Digital 5.1, on va virtualiser le Dolby Atmos, il y a le processeur à bord, il y a tout ça pour le faire normalement. Il faut savoir que si vous avez 2 casques en Bluetooth, on peut appairer les 2 casques Bluetooth au produit. Voilà, ils peuvent être appairés séparément 2 personnes, ça c'est super important. Il y a également ce qu'ils appellent le Q-Symphony, vous en avez parlé 15 fois sur la chaîne que j'en peux plus. C'est-à-dire à un moment donné, vous allez placer une barre de son ici, si elle rentre, hein, uniquement les modèles Samsung, si elle rentre, parce que le pied n'est pas rotatif et le pied n'est pas ajustable, hein. Donc vous placez la barre de son, donc Samsung, et dans ce cas-là, la barre de son sait qu'elle est reliée au téléviseur, elle va dire « Ah là là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et bien c'est simple, bah, toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça, moi je vais avoir les dialogues, ou tu vas avoir les dialogues, et comme ça la barre de son se répartit les tâches avec le téléviseur, et on a un son qui est, d'après Samsung, plus spatial, plus ci, plus ça. Ça existe ailleurs, hein, chez Sony et d'autres personnes, mais là ça s'appelle le Q-Symphony. Il y a également le Object Tracking, ça on peut le déconnecter, c'est-à-dire que si vous avez par exemple quelqu'un, regardez mon doigt, quelqu'un qui est ici, et si vous mettez le Object Tracking en route, si cette personne parle, eh bien le son va se décaler ici. Si je fais ça, regardez, si je fais ça, bah, le son va se décaler, vous pouvez très bien changer ça vous-même. Vous avez un truc qui va vous aider tout à l'heure, sans rien dévoiler, qui s'appelle AVA. C'est Active Voice Amplifier. Avec l'accent, quand j'ai mal aux jambes, j'ai l'accent anglais. Donc, Active Voice Amplifier.
c'est ce moment où vous avez du mal à entendre les dialogues, vous appuyez dessus et vous dites tiens, et si on poussait un petit peu tout ça? Donc c'est à bord. Donc à la base, une section audio qui est améliorée par rapport au modèle précédent. Donc ils essayent de faire en effet quelque chose où, année après année, ils sont obligés de faire évoluer leurs produits, hein. Donc ils poussent de tous les côtés. Alors on va aller maintenant regarder un petit peu à l'image vers le menu de réglage. Alors vous allez voir quelques extraits de menu de réglage. Sachez que sur cette chaîne, il y a ici, regardez, ou là je ne sais pas où je vais le mettre, une vidéo complète sur la nouvelle gamme Samsung avec notamment Marie, qui est une fille géniale qui vous explique tous les nouveaux menus des téléviseurs pour 2023. Donc Tizen. Tizen réexpliqué par Marie sur les accords avec le gaming, les accords avec Xbox, tout ce qu'on peut faire au niveau justement des applications à bord, avec Bouygues et SFR, avec tous les accords avec Canal+, tout est dans cette vidéo et bien sûr on le retrouve ici. Donc le menu, il y a souvent des pubs qui apparaissent, hein. Dès que vous connectez, vous avez l'impression que quand même il y a un petit peu de pub. C'est rare qu'on ne trouve pas de pub sur ces téléviseurs-là, qui ont plein d'accords. Si vous regardez un peu de loin, mais vous avez donc en effet Netflix, vous avez Prime Video, vous avez donc Rakuten, vous avez Bouygues TV, Canal+, OCS, tout ce qu'on peut mettre dessus, ils le mettent, hein. Voici ma petite rubrique adorée qui s'appelle En vrac. Les trucs que je vous dis en plus, comme ça, au milieu de mon monologue. Alors, Wi-Fi 5 à bord, pas le 6, hein, ils ne sont pas encore visiblement dans le 6, donc Wi-Fi 5. Il y a AirPlay 2, voilà, pour connecter les produits Apple avec AirPlay 2, donc c'est super pratique. Il y a oui, Bixby, je vous le dis parce que bon, c'est pour la bonne bouche. Il y a Bixby, bien sûr, tout l'écosystème Samsung Smart Things, donc la maison connectée. Ils ont Google Assistant à bord, ils ont Alexa, il y a un micro sur la télécommande, il y a un micro sur le téléviseur, donc pour donner des ordres, ça c'est facile. La télécommande, j'ai dans la main, elle est inchangée, cette petite télécommande. Elle est à la fois rechargeable par USB type C ou solaire. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez le choix, télécommande super minimaliste, il y a très très peu de choses, puisqu'en effet, il y a maintenant chez Samsung des menus qui résument un petit peu les choses. On a des menus qui peuvent permettre d'accéder à divers types de paramètres, ici de façon très très simple, hein. Donc c'est facile de naviguer, on a en même temps des tas d'indications, des infos, c'est extrêmement simple. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de boutons, parce qu'on accède très facilement à des barres qui ont été regroupées pour régler le téléviseur de façon différente du modèle précédent. Donc on a essayé de simplifier, mais vous avez à peu près le même nombre de fonctions et le même nombre d'applications que sur la génération précédente. La barre gaming a évolué. Voilà, on a bien fait le tour du propriétaire. Maintenant, place à ce que moi j'ai vécu sur le terrain pendant 6 soirées consécutives. Hop! Non mais carrément. Carrément. Êtes-vous prêts, messieurs, dames, au grand spectacle? Ce spectacle en cinémascope, ce roller coaster d'émotion concernant ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu sur le terrain avec le Samsung S95C. Alors avant de commencer, vous savez que j'aime bien vous parler, là je suis assis, en plus j'ai pas le choix, hein. Je suis assis et je suis heureux de pouvoir parler avec vous d'un truc parce que quand même depuis que je parle d'OLED sur cette chaîne, qui est une technologie qui me passionne, hein, même si tous les téléviseurs me passionnent, l'OLED me passionne beaucoup, ça fait quand même des années que l'OLED traîne une réputation un petit peu voilà, justifiée et parfaitement justifiée. Et ouais, c'est génial, l'OLED, l'image elle est belle, le noir est superbe, tu m'étonnes, il n'y a pas de lumière. Et en effet c'est difficile quelquefois pour les gens de placer un téléviseur OLED devant une baie vitrée. Dès qu'il y a une réflexion, c'est l'horreur. Enfin bref, le téléviseur OLED traîne ça depuis des années, mais depuis un an et demi, les modèles haut de gamme, hein, j'entends, les modèles haut de gamme, sont en train de laisser ça derrière eux. C'est-à-dire qu'avec des modèles qui sont plus performants, plus lumineux, on a testé des OLED à 1200, 1300, 1600 candela, avec notamment les modèles récents de chez LG, avec le G3, avec les micro-lentilles qui vont être adoptés justement par Panasonic, par Philips. Donc on a des téléviseurs qui sont extrêmement puissants, aussi puissants au niveau de la lumière que peut l'être justement un téléviseur LCD mini LED. Pourquoi? Parce que ces téléviseurs ont des technologies différentes, avec notamment les micro-lentilles qui pulsent comme ça, qui pulsent la lumière de tous les côtés avec leurs qualités et leurs défauts, hein, parce qu'en mettre trop quelquefois, oh là 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 là. Tandis que là, la bestiole qui est derrière moi, le truc, c'est qu'il y a plus de luminosité que sur le précédent, sans qu'il y ait un seul, je vais dire comme ça doucement, artifice. Il n'y a pas quelque chose sur cette dalle derrière qui permet de dire ils ont boosté avec des micro-lentilles. Non, 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 ils ont juste travaillé la dalle différemment pour avoir certainement des impulsions OLED différentes, un travail différent pour avoir plus de luminosité que le précédent. À mon avis, il est plus lumineux. On verra tout à l'heure avec les mesures de Sylvain, mais celui-ci est vachement lumineux. Ça, c'est un truc. Sachez également, et je reviens là-dessus, il est plus lumineux pour une bonne et simple raison, on va revenir dessus, c'est que contrairement à l'OLED classique, le QD-OLED fabrique son image presque collée à la dalle, c'est-à-dire que l'image est derrière, comme ça, elle est collée. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle top. Sinon, le White OLED d'LG, c'est bottom. L'image vient de derrière parce qu'il y a une grille devant. Là, il n'y a pas de grille. C'est comme si vous aviez collé les diodes carrément collé à l'écran, voilà, collé à votre écran. Donc la moindre impulsion lumineuse, elle n'est pas freinée par le système, elle n'est pas freinée et donc libre, il n'y a pas de déperdition
de luminosité. Donc, quand on envoie une impulsion lumineuse, elle arrive directement sans être freinée d'une façon ou d'une autre. Et je pense que le secret de l'assaut sur celui-ci, c'est qu'ils ont encore performé autour de ça. Ça fait que là, on atteint une très 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 belle luminosité. Je ne connais pas encore la valeur, je vous la donne tout à l'heure, mais c'est vachement vibrant. Alors, le truc important à savoir, c'est que comme toujours avec l'OLED, c'est vibrant, c'est lumineux, l'image est là, wow, bah ça se passe bien, hein, même devant une vitre. Le truc, c'est qu'en même temps, le ratio de contraste est ouf. Il est oufissime, c'est-à-dire que la différence, on va la faire rapidement, entre les zones claires et les zones sombres dans une même image, c'est dingue. Vous allez voir des images justement dans peu de temps, parce que j'ai fait la mire Star Wars et tout le tremblement, vous allez voir des images qui passent à l'écran. Le noir est oufissime. C'est un noir complet, total, immédiat. Il n'y a aucune déperdition de quoi que ce soit. La dalle est entière. Vous ne savez pas où est le téléviseur. Vous ne savez pas. Et quand un point apparaît, il n'a pas de blooming autour, parce que justement, le produit est extrêmement bien calé, dans le sens où il n'y a pas de gris, il n'y a rien du tout. L'image est diffusée directement sur le top ici. Donc vous avez des points lumineux, regardez les images, vous avez le point lumineux qui est extrêmement net, c'est très très impressionnant. J'ai déjà remarqué ça sur le précédent et là, ça se confirme, le rendu du noir est vraiment impressionnant. Attention, je ne suis pas en train de dire que les autres ne sont pas impressionnants, tous les OLED c'est impressionnant, mais cette précision au niveau du noir plus une impulsion lumineuse à l'image, c'est-à-dire au moment où une lumière va arriver, c'est fort quand même. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est très impressionnant. Autre truc impressionnant, bon, j'arrive à la suite parce que j'ai pris plein de notes hein, en 6 soirées que j'ai passées avec, c'est l'uniformité. Il a une uniformité de dingue. C'est-à-dire, regardez encore les images, c'est-à-dire que les images qui sont diffusées à l'écran vous montrent l'uniformité. C'est-à-dire que tous les points, c'est-à-dire quand vous avez une mire blanche, c'est l'intégralité de l'écran est blanc de la même façon, partout. Même si vous mettez du rouge, le rouge est uniforme partout. Vous n'avez pas, sur le modèle dans tous les cas qui est là, que j'ai testé en 55 pouces, moi je n'ai pas eu ce qu'on appelle le banding. C'est-à-dire avec vraiment une image qui est entièrement rouge, vous avez le rouge complet, vous n'avez pas de différence dans le rouge, il y a le rouge, le bleu. C'est assez ouf, même sur des signaux classiques qui viennent d'un lecteur de Blu-ray ou du streaming. C'est assez impressionnant, c'est son uniformité. Elle est calée pile poil, vous n'avez aucune différence quand vous avez l'image qui est occupée intégralement par une couleur. Ça, c'est assez ouf, hein. C'est assez rare d'obtenir ça. Il y a toujours dans tous les systèmes un côté avec du bending où on voit des petites différences, ce qu'on appelle une solarisation, une postérisation. Là, c'est extrêmement propre, c'est super propre, ça m'a pas mal impressionné, c'est ouf parce que on sent que c'est maîtrisé, on sent que la dalle, on n'a même pas, j'ai pas encore parlé du traitement vidéo en lui-même, on sent que la dalle est extrêmement maîtrisée. Autre truc, la colorimétrie. Alors les couleurs c'est très important parce qu'à la base, quand Samsung a créé le QD OLED, messieurs, dames, ils ont dit « Nous, on crée le QD OLED pour que ça fasse mieux que ce que fait LG. » Faut le dire, c'est les autres. Ce que fait LG avec l'OLED. Parce que du coup, nous, on a les Quantum Dots pour amplifier les choses, pour avoir la plus grande couverture possible des espaces colorimétriques et tout tremblement. Là, ils ont encore, à mon avis, exactement le même type de couverture d'espace colorimétrique que le précédent. C'est-à-dire qu'en effet, c'est que les couleurs sont extrêmement vibrantes. Elles sont vives, elles ne sont pas fausses. Elles ne sont pas fausses, mais elles sont quelquefois tellement là qu'on a l'impression que c'est quelquefois un peu fluo. C'est toujours un truc, c'est que bon, c'est parce qu'on est quelquefois pas habitué à avoir une telle couverture d'espace colorimétrique. Donc on a quelque chose qui est, bah ouais, c'est génial. Même les tons chers, les rouges, le bleu, les pastels. Moi, j'ai regardé la série Silo, qui est pas facile à faire passer sur Apple TV parce qu'elle est sombre, parce qu'il y a des images ambre et autres, mais ça passait divinement, alors que c'est compliqué à faire passer. Plein de trucs. J'ai regardé Planète, j'ai regardé des trucs animaliers, bon, les mires, bien sûr, comme vous voyez à l'écran. Je me suis tapé tout ça pendant une semaine. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais là en train de me dire. Qu'est-ce que c'est fidèle, qu'est-ce que c'est fort, je veux dire, au niveau colorimétrique, c'est vraiment très fort, c'est fort tout en étant, voilà, impressionnant, c'est pas surjoué, il ne surjoue pas, il dit voilà, j'envoie, naturellement, et encore une fois, pas de filtre, à la sortie justement de la colorimétrie, on est directement au top de la dalle, on envoie la luminosité, la colorimétrie, et c'est assez impressionnant. Tu vas dire, c'est assez impressionnant. On verra tout à l'heure si c'est le seul à être impressionnant ou si on va revenir dans la conclusion, est-ce que le LG G3 ou les autres, c'est pas le seul à être impressionnant. Mais là, quand même, ils ont mis un truc. Fou là 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 là, c'est la colorimétrie, donc la luminosité est très bonne, elle est moins élevée que le G3, mais la luminosité ne fait pas tout, hein. Donc elle est modérée, elle est contrôlée, il y a quelques effets, ce qu'on appelle d'ABL, on va en parler tout à l'heure, avec un limiteur de luminosité sur certaines images, ça se voit, mais c'est quelque chose qui est courant dans les téléviseurs OLED, il y a des choses comme ça, mais globalement, c'est assez impressionnant. Sur la plupart des signaux, et les mires que vous voyez à l'écran vous prouvent en effet que ça se passerait très bien. Autre truc, l'angle de vision. C'est-à-dire se mettre sur les côtés. Alors vous me dites à chaque fois, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait se mettre sur les côtés? Quelquefois, des gens ont chez eux des canapés qui sont circulaires.
où les gens se mettent sur plusieurs endroits, ou des chaises qu'on peut mettre, et les gens se trouvent sur les côtés. Et quelquefois, avec certains types de téléviseurs, on arrive mal à voir la colorimétrie ou un bon ratio de contraste quand on est un peu plus dans les angles. Là, où que vous vous placiez, vous avez un angle de vision qui est parfait. Pourquoi? Parce que l'image, top, elle est au top de la dalle, elle n'est pas bottom, c'est-à-dire qu'elle est directement affichée là. Donc, où vous mettez là, vous avez exactement la même image. Exactement la même. Donc, angle de vision que moi je considère parfait. L'anti-reflet. Là, bien sûr, je suis en plein jour, on tourne, on est entre nous, c'est la vidéo du dimanche, il est excellent. À mon avis, c'est le même que l'année dernière, c'est-à-dire un des meilleurs anti-reflets que j'ai vu sur un téléviseur OLED. C'est même pas la peine, il n'y a pas débat, il faut dire les termes, c'est un des meilleurs, c'est-à-dire qu'il arrive à piéger la lumière. Moi, j'ai regardé ce téléviseur donc en plein jour avec une baie vitrée, vous voyez pas, elle est de l'autre côté, j'étais là. On voit la baie vitrée, mais elle est floutée, elle est rendue un peu plus violette quelque part, elle est diminuée fortement. Donc moi j'ai pu regarder avec la baie vitrée en face et je j'étais pas, oh là là mon Dieu, je vois rien du tout, il n'y a pas le noir, il n'y a pas les couleurs, au secours, à moi les murs, la terre m'abandonne. Non, non, c'est pas parfait, on voit encore des choses dedans. Regardez, si vous regardez là, vous avez mes éclairages sont en train de pousser à fond, quoi. Il est là, l'éclairage, vous voyez, mais il est piégé. Il est super piégé, on continue à voir la colorimétrie, on continue à voir les trucs. Le but de l'anti-reflet, c'est de piéger, donc de diffracter, de piéger. Il ne va pas vous dire, on ne verra plus rien. Non, vous verrez toujours, mais on piège. Et là, ça marche vachement bien. Alors, autre truc, le traitement vidéo. Parce que pendant qu'on y est, c'est très important. On a parlé tout à l'heure du processeur Neural Quantum, bref, j'arriverai jamais à le faire. En impro, je peux pas le faire. Alors, il y a un truc, alors il n'est pas meilleur que l'année dernière, il est tout aussi bon. La définition d'image est assez ouf. On va pas se mentir. Avec de bonnes sources, on a le piqué, on a les poils de barbe, on a le duvet sur les visages, on a le détail des iris dans les yeux avec des bonnes sources. Le piqué de l'image, c'est vachement bon. C'est vraiment une sensation de présence. Je ne vais pas vous dire que c'est de la 3D où vous mettez la main à l'intérieur, parce que ce n'est pas de la 3D, mais il y a une sensation de profondeur, avec des bonnes sources, hein. Une profondeur, donc des Blu-ray ou bien avec Disney+, Apple TV+, qui a vraiment un très bon débit, vous avez des images impressionnantes et qui ne fourmillent pas. Même s'il y a des macro-blocs par moment, parce que bon, les processeurs ne peuvent pas tout faire non plus, hein. Donc par moment, il y a des petits défauts avec des macro-blocs de pixels qui sont là s'il y a des petites choses imparfaites sur une retranscription d'un processeur neuronal numérique ou autre. Mais globalement, le piqué de l'image, je ne vois pas comment on pouvait être déçu si vous balancez des bonnes sources, hein. Le piqué de l'image est oufissime. Il est sublime, c'est du caviar. C'est du caviar. Au fur et à mesure, je vous dresse un tableau qui est quand même assez étonnant parce que le produit est étonnant. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure dans la conclusion, je pense que certains fabricants peuvent commencer à se dire « Wow, il va falloir qu'on bouge !» J'adore faire ça parce que ça veut dire qu'on va avoir des téléviseurs qui sont meilleurs au fur et à mesure des années parce que c'est de l'émulation. Quand une marque balance un truc comme ça et les autres se disent qu'est-ce qui se passe là, on n'était pas les seuls à faire ça nous par hasard. Ils se disent ouais, il va falloir qu'on bouge là maintenant. Donc là, la définition, c'est de la folie. L'upscale. Alors l'upscale, quand il part d'un DVD, donc qualité DVD, vers du 4K, il est encore faillible, hein. C'est-à-dire qu'on est à quelque chose de faillible. Par contre, 1080p, donc un upscale 1080p vers 4K, c'est nickel. Vous n'avez pas de crénelage, vous n'avez pas d'effet comme ça, il est nickel. La fluidité est très très bonne. Je trouve que la réaction de la dalle électronique, ça fonctionne vachement bien. Il est très très fluide. D'ailleurs en gaming, c'est très très fluide également. On a pu l'essayer, c'est très très bon, hein. Le téléviseur est extrêmement fluide. Bien sûr, si vous avez des images en 24p, vous avez toujours une sensation de saccade, parce que le 24p a également un effet de saccade, mais lui-même, en tant que tel, il n'y a rien du tout, hein. Bien sûr, vous pouvez activer tous les circuits pour compenser ça. Et encore, ils sont doux. C'est-à-dire, si vous mettez sur faible, vous pouvez ralentir un petit peu l'effet de saccade, avoir quelque chose de plus fluide, et en même temps travailler un petit peu ce qu'on appelle les blocs MPEG ou autres, mais c'est assez soft. Il ne faut pas pousser, c'est-à-dire quand vous avez la possibilité, mettez sur faible ou moyen maximum, mettez pas maximum. Voilà, c'est tout. Et il arrive justement à vous donner une image qui est non pas nettoyée, mais quelquefois plus séduisante pour vous. C'est vous qui décidez ce que vous voulez, ça peut être plus séduisant. Voilà, donc le traitement vidéo, je trouve vachement bon. Vraiment vachement bon, bon piqué, bon naturel. S'il y a du grain cinéma, si vous ne mettez pas des circuits entre guillemets à la con, vous aurez le grain cinéma avec un vrai balayage, enfin un vrai battement de granularité. Donc moi je suis assez impressionné par le produit, hein. C'est en toute sincérité, il m'a beaucoup impressionné. On verra encore tout à l'heure par rapport à ses concurrents, mais la luminosité, la colorimétrie qui est le naturel, la définition d'image, le piqué de l'image, le côté anti-reflet, l'angle de vision, c'est un produit qui m'a impressionné. Est-ce qui m'a plus impressionné que celui de l'année dernière? Le truc, c'est que l'année dernière n'était pas aussi lumineux. Tandis que là, j'ai la même sensation
de présence, la même sensation de vie. C'est pas le seul à faire des belles images, mais j'ai vu des belles images, des trucs où je me dis, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de dire on voit ça avec une telle présence, un tel naturel, une telle présence des visages ou des matières, des tissus. J'ai vu des trucs de ouf. Ouais, je l'avoue, encore une fois, avec des bonnes sources. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas sur le produit? Et ce qui ne va pas, je vais vous le dire tout de suite, hein, pas de Dolby Vision, pas de DTS. Il y a encore des effets de reflet, on va parler tout à l'heure, il y a encore des petits trucs comme ça hein, qui ne sont pas parfaits, et il y a un truc qui m'a fortement, moi, déplu, je préfère le dire tout de suite, ça fait partie des moins, alors qu'il y aura d'autres moins après, le son. Bah non, pour un produit à ce prix-là, non quoi. Ok, ils ont ça, regardez ma main, ils ont ça pour mettre le son à l'intérieur, et ça s'entend. C'est-à-dire que le produit manque cruellement de grave, c'est-à-dire vous pouvez toucher à tout ce que vous voulez, hein. Il manque du grave, et il manque de puissance. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'impact. Il n'a pas d'impact. Pour avoir de l'impact, notamment avec les voix, il faut rajouter le circuit AVA, c'est-à-dire amplifier les voix. Là, la pièce, vous ne voyez pas, mais elle est assez grande. Elle fait 35 mètres carrés. Je peux vous garantir moi j'étais à 100 hein, quelquefois. Et pourtant, j'ai une ouïe qui n'est pas mauvaise du tout. Mais on sent qu'il manque de puissance, il manque de définition audio, il manque de présence et de grave. Et les effets Dolby Atmos, on les cherche un peu. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, on sent qu'il fait un truc. De là à vous dire que vous entendez le Dolby Atmos qui se balade dans l'espace, ah non, hein, c'est pas un téléviseur Philips avec Bowers & Wilkins, c'est pas un téléviseur Panasonic, c'est pas un téléviseur LG, non, il est, à mon avis, justement trop fin pour pouvoir être suffisamment ample. C'est mon avis, ça n'engage que moi, je pense que lui, il faut l'aider. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lui mettre une petite barre de son, quelque chose qui va l'aider. Bien sûr, si vous avez un film à regarder ou une série, vous entendrez bien les voix, vous entendrez la musique, vous entendrez quelque chose qui se balade, vous n'aurez pas la présence peut-être que vous souhaiteriez pour un produit de cette classe au niveau de la vidéo. C'est tout, mais ça n'engage que vous, après de faire ce que vous voulez. Moi, j'estime que la section audio est un de ces paramètres faibles. On appuie ou pas sur les boutons, hein, il reste limité. 70 watts, je serais assez surpris. Voilà, donc ça reste en dessous de ce que j'attendais. Voilà. Le gaming, on a joué avec et c'est assez étonnant. Le gaming, on a remarqué qu'il fallait quand même calibrer, mais la rapidité, oh là 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 là, c'est bluffant. C'est bluffant. Donc on est sur quelque chose qui est exceptionnel quand même. On est sur un tableau qui n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, messieurs, dames. Mais on est sur un truc assez exceptionnel. Moi, je suis content de vous parler de tout ça parce que ça fait partie de mon ambition de vous faire vivre des choses pareilles et de vous faire peut-être envie, même si le produit est cher. Moi, je peux vous dire là que le produit, il fait envie à juste titre. Parce que là, ils ont réussi à damer le pion à d'autres marques qui sont en face et qui doivent commencer à se dire « Wow, là, 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 regarde, je vais te le faire. Regarde, il y a de la houle, là. J'ai l'impression, quelque part, qu'actuellement, il y a un peu de houle avec ce que vient de faire Samsung. Ça va nous obliger à bouger un petit peu. Hein, parce que celui-là, il est quand même pas mal du tout. Hein. Maintenant, on va passer aux mesures de Sylvain que je vais vous commenter parce que je n'ai pas pu aller le voir étant donné que je ne suis pas très mobile en ce moment. Donc, je vais vous commenter les mesures de Sylvain. Ça va, vous allez bien là? Allez, j'ai arrêté d'être méchant. Voici les mesures de Sylvain. On fait coucou à Sylvain parce que maintenant c'est ces mesures que je vais commenter, les mesures du labo de Sylvain avec la sonde. On va commencer par ce que vous attendez avec impatience, le pic de luminosité. Sur le modèle précédent, donc le B, il était à 1066 candela, ce qui est déjà beaucoup pour de l'OLED, enfin du QD OLED. Cette fois-ci, la QV 2023, messieurs, dames, dagadagada, tambour, 1325 candela. Plus 25% environ. Donc en effet, ils ont fait ce qu'ils avaient annoncé, ils ont fait grimper ça sans aucune micro-lentille ni quoi que ce soit. Hop, naturellement, plus de lumière, 25%, c'est fait. Voici maintenant le pic de luminosité avec le mode Filmmaker en plein écran. Il était sur le modèle précédent de 222 candela, il monte à 279 candela par mètre carré, donc ça grimpe de tous les côtés, pas de problème, il est plus lumineux. Voilà, tout court de tous les côtés. Le gamma en mode Filmmaker, il est à 2,3, c'est la même chose que sur le précédent. La température des couleurs, elle est de 6482 Kelvin, c'est peu ou prou la même chose que sur le précédent. On attaque maintenant ce que vous attendez tous, les espaces colorimétriques, parce qu'à la base, le QD OLED, Samsung avait dit, nous, c'est la colorimétrie, hein, c'est la couverture des espaces, les couleurs et autres. Alors accrochez-vous, il va y avoir de la houle. Hein. La couverture de l'espace colorimétrique REC 709 est de 99,6%. C'est presque le taquet, mais il y avait un modèle qui avait fait un record sur la chaîne. Il s'agit du Sony 95K qui était à 109%. Lui, c'est plus que plus. Hein, voilà. Attention à la suite. Couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3, c'est un record.
pour nous, depuis qu'on fait des tests, ça n'a jamais été fait. 99,88% de couverture du DCI P3. C'est parfait. C'est-à-dire une colorimétrie plein pot. Alors la suite, c'est bien aussi. Couverture de l'espace colorimétrique BT 2020, ça n'avait jamais été mesuré comme ça non plus. 89%, c'est un record. Attention, hein, derrière, ça se tient comme ça à un cheveu près. Hein. Mais c'est un record pour ces deux valeurs, DCI-P3 et BT 2020. On va passer maintenant à la mesure moyenne du delta E. En mode filmmaker, en standard, on est à 1,7 et le précédent était à 1,39. Ça reste en dessous des 3, donc c'est parfait, vous inquiétez pas, ce sont des très très bonnes valeurs. Le delta E moyen maintenant en mode filmmaker HDR, on est à 1,39, le précédent était à 1,79. Ça reste en dessous de 3, donc c'est nickel. On rappelle que le meilleur delta E moyen en image standard, c'est le Panasonic LZ2000 avec 0,91. Hein. C'est rien de le dire, quand même, c'est un produit étonnant. Pour mémoire également, le meilleur delta E HDR, c'est pour les modèles LG C1 et C2 avec 0,71. Du délire, mais c'est en dessous de 3. On vous donne des mesures, c'est une sonde. Donc on mesure, donc on vous dit. Ah, c'est cool. Le gaming, un truc super important pour Samsung qui annonce son téléviseur. Ouais, téléviseur de gaming et tout, 144 Hz et autres. Alors justement, d'abord, la luminosité en gaming mesurée par Sylvain, 1340 candela. Carrément, bing badaboum, le mode jeu, vous avez beaucoup de lumière. Par contre, le delta E est un petit peu dévié. Hein. Ça dépasse les 3, on est à 8,27. Pas de panique, on peut corriger. Vous avez à l'écran actuellement des valeurs qu'il faut donc corriger sur le téléviseur. Quand vous installez ces valeurs, vous faites descendre cette dérive justement du delta E mesuré par Sylvain, donc c'est possible. Parmi toutes les mesures de Sylvain, le record du meilleur delta E en mode jeu, c'est pour un modèle TCL qui s'appelle le C735, qui a été mesuré à 1,1. En général, TCL s'en sort vachement bien sur le mode jeu. Hein. Les autres fabricants sont à 3, 3,4, 4,8, voilà, ça part un peu hop, parce que voilà, ils en mettent partout. Hein. Il y a de la couleur de tous les côtés qui part un peu en vrille, mais on peut essayer de corriger toujours. Voilà, alors la latence. Alors là, comme vous en doutez, depuis le début, de toute façon, Samsung travaille très très bien la latence en gaming, donc le lag. Le lag est uniquement de 9,3 millisecondes, donc en dessous de 16. C'est parfait, c'est moins d'une image de retard au moment où on appuie et ça se retrouve à l'écran. Le record total du gaming des produits mesurés sur la chaîne par Sylvain, c'est le LG G3 avec 9,1. Donc ce sont des produits d'exception. N'importe comment. Donc on a vraiment un gaming extrêmement rapide, véloce. La consommation électrique mesurée par Sylvain, 60 Wh en mode standard, 83 Wh en mode cinéma. Donc on titille un petit peu les plus de 80-90 Wh en mode cinéma. C'est un petit peu plus que le modèle précédent. C'est-à-dire qu'on reste sur un téléviseur qui consomme pas mal pour un 55 pouces quand même quelque part. C'est pas le plus économe, c'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur non plus. Les plus. Le concept téléviseur et boîtier externe. C'est super pratique, de longueur de câble, court ou long. C'est fabuleux. La très faible épaisseur de la dalle OLED, c'est super impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il y a le boîtier externe. Dans ce cas-là, on met des trucs là-dedans, on n'a pas à le mettre dans le téléviseur, donc ploup, tout petit. Une qualité d'image extrêmement impressionnante. Avec des bonnes sources, je préfère le préciser quand même. Une luminosité étonnante sans que ça soit surjoué. C'est-à-dire que c'est naturellement lumineux. Voilà. Rendu du noir extrêmement profond. Vous avez vu tout à l'heure avec les lumières Star Wars, noir c'est noir. Une colorimétrie vraiment épatante. C'est impressionnant. La colorimétrie des QD OLED, aucun effet de blooming, donc il n'y a pas de halo lumineux autour de surfaces blanches comme ça sur fond noir. Il n'y a aucun blooming sur le produit. Rien. Aucun écho, quoi. Je veux dire, on est oh là là, oh. Uniformité de la dalle assez étonnante. Un blanc complet, c'est un blanc complet. Un rouge complet, c'est un rouge complet. Il n'y a pas de petits points un peu différents dans la couleur, non. C'est superbe. Définition de l'image, piqué général de l'image, c'est surprenant. Avec des bonnes sources, on a un piqué étonnant. Le traitement vidéo fonctionne d'enfer. Excellente mise à l'échelle des sources qui ne sont pas 4K. Donc en effet, quand on a une source par exemple 1080p, c'est celle-là que j'ai le plus testé, bah, la mise à l'échelle en 4K se fait vachement bien. Rapidité en gaming, ça fonce. La dalle anti-reflet, c'est pas parfait. On voit toujours des échos d'une fenêtre ou des éclairages, mais c'est une des meilleures que j'ai testées. Angle de vision parfait. Où que vous soyez, vous avez exactement la même image. 4 ports HDMI 2.1, 120 Hz, 144 Hz, VRR et haute vitesse, 48 Go par seconde. C'est plein pot, les 4 ports HDMI sur le boîtier. AirPlay 2 à bord et possibilité d'appairer 2 casques en Bluetooth. L'OS Tizen est vraiment extrêmement complet. On trouve tout et de tout. Des pubs aussi quelquefois, mais c'est super complet.
Idem pour tous les réglages du téléviseur, c'est extrêmement complet. Les moings de la bestiole. Bah, le premier moins, moi c'est ce qui me... Hop, bah, le tarif. Les tarifs. Là, c'est le modèle le plus petit. Officiellement, il est déjà à 2600 €. C'est-à-dire c'est le plus petit de tous. On a après 3200 et 5000 €. Bah, c'était les prix de lancement, hein, parce qu'au fur et à mesure, Samsung, vous savez que c'est... Hop, ça commence là et... Oh, je ne veux pas vous le faire. Mais c'est quand même super cher. Pas de compatibilité Dolby Vision. Pas de compatibilité avec l'audio DTS, donc pas d'IMAX non plus. Aucune télécommande rétroéclairée, là c'est minimaliste et on la cherche dans le noir. Hein. Où es-tu? Un des gros défauts du téléviseur, sa section audio. Il n'y a pas assez de grave, c'est pas assez puissant, la section audio elle est correcte, mais c'est pas expansif. Le pied n'est pas rotatif et il n'est pas réglable en hauteur. Ou alors j'ai pas trouvé, hein, mais je l'ai installé correctement et tout, mais voilà. Et juste l'emplacement pour une barre de son Samsung. Ça rentre. Les Samsung, les autres, c'est pas. Sur tous les téléviseurs OLED, pour limiter certains pics de luminosité qui pourraient endommager la dalle, il y a ce qu'on appelle un ABL, c'est-à-dire Automatic Brightness Limiter. Eh bien, on le sent quelquefois, c'est-à-dire quelquefois, quand vous avez une image plein pot, qui est blanche comme ça, qui occupe toute l'image, on sent qu'elle est retenue, et puis après, si vous avez un petit point, bah, ça sera plus lumineux. Il y a de temps en temps des effets liés à l'ABL. C'est pas flagrant, hein, mais c'est pour protéger la dalle. Voilà, ça existe et il est quand même sensible un tout petit peu à l'ABL. Suivant les types de sources, on a quelquefois des petits macro-blocs de pixels. C'est vraiment, moi mon boulot c'est d'être comme ça. Hein. Donc il faut vraiment regarder, ben voilà, ça y est, il me fait la gueule. Donc voilà, mon boulot c'est quand même d'être la tête dessus, mais il y a quelques macro-blocs de pixels quelquefois, pas toujours bien gérés par le traitement vidéo, mais globalement ça fonctionne très très bien. Je le mets quand même dans les moins, c'est une lapalissade quelque part, mais c'est un téléviseur qui est QD OLED, donc OLED. Il y a toujours, malgré les systèmes anti-marquage sur la dalle, il y a toujours un risque de marquage. Il n'est pas nul parce qu'on ne peut pas garantir le zéro risque de marquage sur une technologie. Donc ça fait partie des moins quand même parce qu'il y a des gens qui n'achèteront pas un téléviseur OLED ou QD OLED en disant j'ai peur que ça marque. Et on ne peut pas enlever cette peur de la tête des gens puisque c'est une possibilité. Ça peut très bien ne jamais vous arriver. Jamais, jamais, où vous arrivez. Voilà, mais le système anti-marquage est puissant hein, sur ce produit comme sur les Philips, les LG. On a vraiment fait beaucoup de progrès, les Panasonic, on remue les pixels, on les bouge, on atténue toutes les parties comme ça pour que justement les parties claires, pour éviter que ça puisse arriver. On éteint la dalle, là elle s'éteint au bout de 2 minutes. Hein. Là vous avez, hop, ça s'arrête tout de suite. Donc les circuits sont donc évolués, mais ça peut arriver. Donc je préfère en parler, il faut qu'on se dise les choses, il faut qu'on se dise les termes. Voilà, ça peut jamais vous arriver où vous arrivez. Bon, je ne sais pas ce que vous pouvez voir, mais... Quand vous regardez ici, au bord du blanc, il y a un léger trait rouge. Il faut y aller, hein, c'est les mires. Hein. Mais là, je peux donc... Oh là là, je ne sais pas comment vous montrer ça. On distingue, je ne sais pas si vous le voyez, c'est compliqué. Ça, c'est un truc que j'avais déjà vu. Alors, il y en a qui notifient ça comme un gros défaut. Il faut avoir le nez dessus. Hein. Mais je l'avais déjà remarqué. Ce petit débordement ici. Je pense, peut-être, je dis bien peut-être, que c'est la position en triangle des pixels, c'est-à-dire tu auras un bord qui va remonter du pixel, et même chose quand vous êtes ici, vous avez donc quelquefois un écho, je pense que c'est le bord en effet du triangle de pixels sur le QD OLED, mais il faut y aller à la loupe, hein, je veux dire, je ne sais pas ce que vous voyez. En effet le trait est blanc, il peut y avoir un petit écho autour du blanc, rouge ou ça peut être une autre couleur je pense, hein. Voilà, je pense que c'est parfaitement inhérent à la structure de la dalle QD OLED avec ces pixels en triangle. On arrive à l'épilogue de cette vidéo très statique. J'espère que ça vous a reposé de me voir également ne pas sauter partout. Alors maintenant, on va parler des choses de la vie. Est-ce que ce téléviseur, actuellement, est le meilleur téléviseur OLED que j'ai testé? C'est sans conteste un des meilleurs téléviseurs OLED, même si les QD OLED que j'ai eu entre les mains. C'est-à-dire qu'il y a quand même des trucs dessus qui sont ouf. Hein. Ce modèle est pile poil lancé en face du LG G3 parce qu'ils sont vraiment concurrents en tout point. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Il y en a un qui pousse complètement la luminosité avec des micro-lentilles. Il est en même temps Dolby Vision, il est DTS et tout ce que vous voulez avec une meilleure section audio. Et lui n'a pas forcément tout ça, mais il a une image très naturelle, elle est très percutante avec un espace colorimétrique absolument dingue lié au Quantum Dots. Donc on est sur des produits vraiment exceptionnels. J'arriverai même pas à vous dire G3 ou celui-ci. Le G3, l'avantage, c'est qu'il crache encore plus de lumière si vous avez une baie vitrée. C'est-à-dire que lui, il va y aller franchement de tous les côtés. Et puis il y a le Dolby Vision, il y a le DTS, tout ça. Là, c'est vraiment un produit il est bluffant. C'est un produit bluffant. C'est actuellement, je pense, je le dis les yeux dans les yeux, dans la caméra, il y a pas, vous savez très bien que ces vidéos ne sont pas sponsorisées. Hein. Je pense que c'est le meilleur téléviseur Samsung que j'ai testé de ma carrière. Pour le moment, c'est le meilleur. C'est waouh!
C'est-à-dire qu'il y a du LCD qui impressionne, mais là, il y a tout. Je veux dire, la ratio de contraste, la colorimétrie, il y a tout sur celui-ci. Donc voilà, c'est important de vous le dire. Il y a quand même un produit que j'ai pas encore testé, qui à mon avis va venir un petit peu faire le gendarme. C'est le Panasonic MZ2000 qui arrivera donc à la rentrée sur la chaîne en test au mois de septembre après l'IFA de Berlin. Et lui va également faire le gendarme. Qu'est-ce que Panasonic a réussi à faire avec les micro-lentilles de LG? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec la colorimétrie, avec des trucs comme ça? J'attends beaucoup du produit Panasonic. Mais déjà, d'entrée de jeu, si vous voulez un téléviseur OLED d'exception, il est là, lui. Hein. Il est là. Encore une fois, je trouve dommage que Samsung n'en profite pas pour balancer du Dolby Vision et tout le reste, mais c'est un produit qui peut que vous donner satisfaction. Hein. Traitement vidéo, l'anti-reflet, l'angle de vision, la qualité de l'image, la colorimétrie, le ratio de contraste de ouf, la luminosité qui est parfaitement naturelle, contrôlée et tout le tremblement. C'est un excellent produit. Il y a du monde en face. Dans le LCD, on ne peut pas lutter. Hein. Face à celui-ci ou un G3, on a du mal à lutter dans le monde du LCD. Même un TCL ou un autre produit, le LCD reste du LCD. C'est-à-dire qu'il continue à avoir des problèmes de blooming, de clouding en LCD qu'on ne retrouvera pas là-dessus. Voilà. Par contre, l'univers du LCD peut se vanter d'avoir aucune dalle qui puisse marquer ou un truc comme ça. C'est très compliqué parce que ce monde des téléviseurs est passionnant parce que vous avez non pas des paroisses, mais des technologies différentes. Elles ne s'affrontent plus. Elles sont complémentaires maintenant. C'est qu'au début, il y avait... Maintenant, on peut dire qu'on a des tellement bons modèles des deux côtés que c'est passionnant pour l'avenir. Ça fait que vous êtes un petit peu dans la panade parce que vous dites, bah ouais, mais à chaque fois que tu fais une vidéo, c'est toujours plus, c'est toujours plus. C'est pas moi qui fais plus, c'est eux. C'est qu'à chaque fois, depuis maintenant 18 mois, quand je teste un nouveau téléviseur qui est en effet haut de gamme comme ça, je me dis, bah, ils ont encore monté le truc, 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 ils ont au secours. Au secours, arrêtez, parce que là, qu'est-ce qui se passera dans 1 an, dans 2 ans? Ils vont continuer à pousser, c'est qu'ils vont continuer à travailler, en effet, la colorimétrie, ils vont continuer à travailler la luminosité, ils vont continuer à moduler ça, les filtres anti-reflets. On s'aperçoit d'un truc de folie, c'est qu'il n'y a pas, pour le moment, dans le monde des téléviseurs, un plafond de verre. Il n'y a pas de plafond de verre. On continue à pousser les trucs en LCD ou en OLED. Je trouve ça merveilleux quelque part, mais pour vous, ça ne vous arrange pas. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Je le prends ou je ne le prends pas? Je ne peux même pas vous dire ce qui se passera à la rentrée. Il y a d'autres modèles qui se pointent. Il y a TCL qui va lancer des produits également en mini LED. Il y a Hisense qui fait des progrès de folie de tous les côtés. Vous avez Sony qui va balancer son QD OLED. Là, on est encore sur des produits où on se dit, mais voilà, c'est un boulevard pour les passionnés, mais en même temps, c'est difficile de faire un choix. Mais le concurrent de celui-ci, aujourd'hui, c'est le LG G3. Et bien sûr, un Panasonic LZ2000 qui reste encore parfaitement compétitif et de loin. Mais si on va en luminosité avec ses caractéristiques, c'est le G3 qui est le concurrent. Donc il faut attendre les modèles de la rentrée pour peut-être le comparer encore à d'autres produits comme le Philips qui va se pointer, ou bien le Panasonic, ou bien le Sony, parce que ce sera le Sony également son concurrent qui a cette nouvelle dalle également QD OLED de Samsung. Voilà. C'est passionnant quand même. Je sais pas si ça vous a arrangé que je vous dise que c'est un excellent téléviseur, parce que vous dites, ouais, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais même moi, je ne saurais pas quoi faire. Même moi, je ne saurais pas quoi faire, parce que là, on est sur des produits... Waouh, j'ai trop aimé faire ce test. Voilà, j'ai trop aimé faire ce test. J'ai passé vraiment du temps. J'ai pris le temps à fond pour essayer de vous donner mes sensations. Sylvain a beaucoup bossé sur les mesures pour essayer de faire au mieux. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, les tests ne sont pas parfaits. Je ne suis pas parfait. J'ai essayé de faire au mieux. Et il y a plein d'autres choses qui se pointent, parce que pour le moment, quand je ne peux pas trop bouger, je vais monter des vidéos en retard. Il y a des vlogs d'été qui vont arriver, des vidéos d'été. Il y a encore un test de télé qui va arriver, plus gros que celui-ci, voilà, plus gros en taille, hein, mais moins cher que ça. Oui, qui va arriver, que vous attendez certainement sous les 15 jours. Donc, je vais continuer à travailler un petit peu certainement jusqu'à la mi-juillet, 20 juillet. Et après, je vais essayer de me reposer. Et puis, de toute façon, la rentrée sera chargée avec l'IFA de Berlin. J'ai des gros reportages, j'ai plein de trucs. Je suis heureux par avance. Donc, si vous avez déjà commencé vos vacances, passez de bonnes vacances. Prenez soin de vous. Faut que je pas que j'appuie sur la jambe. Prenez soin de vous. Voilà, des tas de trucs. Et voilà, pour les autres personnes, bah, écoutez, passez du bon temps quand même. Et j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Donc la chaîne va continuer pour le moment à vous offrir des vidéos, au moins jusqu'au 20 juillet. Voilà, vous aurez des trucs, des gros reportages, des trucs qui vont vous faire kiffer, des vidéos d'été, des vlogs d'été, des trucs que j'ai hâte de vous présenter, mais qui demandent 2-3 jours de montage. Parce que c'est des vidéos qui sont énormes, des trucs à 160, 180 gigas d'images. Il faut que je prenne le temps de le faire au mieux. Voilà, merci d'avoir été là. Cette vidéo est longue, elle est chapitrée, et comme c'est le dimanche, je me dis on peut parler entre nous, on est là pour discuter un petit peu de la vie et de ça, surtout, c'est important. Voilà, portez-vous bien, je vous embrasse très fort. Bonnes vacances si vous avez commencé les vacances, et à bientôt sur la chaîne, à très vite même. Allez, ciao, ciao. C'était bien en statique comme ça, sans bouger. Bye bye.